Bonjour à tous, je suis le docteur Hugo Laurent, fort de mes 35 ans d'expérience. Aujourd'hui, nous allons analyser le sujet de l'axe intestin-cerveau. Notre deuxième cerveau et l'influence des bactéries sur nos émotions. Ces dernières années, les scientifiques ont fait une découverte stupéfiante. Un deuxième cerveau se cache dans notre corps. Ce commandant secret ne se trouve pas dans notre crâne, mais dans les entrailles de chacun. Le tube digestif. Plus incroyable encore, les innombrables bactéries présentes dans l'intestin semblent influencer nos émotions, nos souvenirs et notre bien-être mental. On trouve même sur le marché des compléments appelés psychobiotiques, qui prétendent améliorer l'humeur et réduire le stress. Mais s'agit-il d'une véritable révolution scientifique ou simplement d'un battage marketing exagéré, une façon d'escroquer les gens? Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans ce domaine nouveau et important. Préparez-vous pour un voyage fantastique du cerveau à l'intestin. Commençons par des expériences quotidiennes. Avez-vous déjà eu des maux de ventre à cause de la nervosité ou des nausées dues à l'excitation? L'expression française « avoir les tripes nouées » décrit parfaitement une anxiété et une agitation extrêmes. Il y a aussi le mot « intuition », souvent utilisé pour décrire une action instinctive. En anglais, il y a même l'expression « go with your gut », littéralement « aller avec son intestin ». L'usage du mot « intestin » suggère que lorsque nous prenons des décisions, c'est comme si une voix à l'intérieur de notre ventre nous donnait des conseils. Ces phénomènes intéressants révèlent en fait un lien mystérieux et étroit entre notre intestin et notre cerveau. En fait, les anciens, il y a plus de 2000 ans, avaient vaguement saisi ce point clé. Hippocrate, le père de la médecine occidentale, a dit un jour « Toutes les maladies commencent dans l'intestin ». De même, le grand médecin de la Renaissance, Paracelse, affirmait que la mort se trouve dans les intestins. La sagesse de ces anciens semble remarquablement prémonitoire aujourd'hui. La science moderne confirme progressivement que la racine de nombreuses maladies humaines et de nos états mentaux et physiques est en effet inséparable de l'intestin. Cependant, pendant longtemps, la communauté scientifique n'a pas prêté attention à l'influence de l'intestin sur les émotions et le cerveau. Nous avons toujours pensé que le cerveau, le système nerveux central, contrôlait toutes les émotions en s'appuyant entièrement sur des substances chimiques internes au cerveau et que l'intestin n'était qu'un simple tube digestif. Toutefois, une série de découvertes de la fin du XXe au début du XXIe siècle a commencé à ébranler cette vision. Les chercheurs ont été surpris de découvrir que l'intestin humain abrite en fait un vaste réseau neuronal aux fonctions indépendantes. C'est ce qu'on appelle le système nerveux entérique, SNE. Ce système, communément appelé cerveau intestinal ou deuxième cerveau, est si semblable à un cerveau qu'on lui a donné ce surnom. Il s'étend de l'œsophage à l'anus, réparti le long des parois du tube digestif, et contient des centaines de millions de neurones. Certains décrivent le nombre total de neurones dans notre intestin comme étant de plusieurs centaines de millions, juste derrière le cerveau, et dépassant de loin le nombre de neurones de la moelle épinière. En d'autres termes, chacun de nous a un cerveau miniature caché dans ses entrailles. Plus remarquable encore, pendant le développement embryonnaire, le cerveau et l'intestin partagent une origine commune. Ils ont tous deux commencé comme un amas de tissu neural embryonnaire. Une partie s'est développée pour devenir notre système nerveux central, cerveau et moelle épinière, tandis que l'autre a migré vers le sud pour devenir le réseau neuronal réparti dans tout l'estomac et les intestins. Par conséquent, le cerveau et l'intestin sont essentiellement des frères de naissance. Pas étonnant que les scientifiques appellent en plaisantant l'intestin notre deuxième cerveau. Quelle est la fonction de ce cerveau intestinal? Sa fonction première est bien sûr la digestion. Il coordonne le péristaltisme intestinal, sécrète des enzymes digestives et contrôle le flux sanguin pour absorber les nutriments. Plus impressionnant encore, le système nerveux entérique peut fonctionner de manière autonome, indépendamment du cerveau. Cela signifie que votre estomac et vos intestins n'ont pas besoin que vous pensiez consciemment « je dois digérer » pour digérer la nourriture. Ils font tout cela par eux-mêmes. Même si la connexion neuronale entre le cerveau et les intestins est complètement coupée, comme on l'a vu dans certaines expériences sur les animaux, les intestins peuvent toujours se contracter et sécréter des enzymes normalement, comme s'ils avaient leur propre petite intelligence qui les contrôle. N'est-ce pas incroyable? Il s'avère que nous avons un système de navigation automatique vivant dans notre ventre. Cependant, une découverte encore plus étonnante est que ce cerveau intestinal ne contrôle pas seulement la digestion, mais influence aussi nos émotions et nos sentiments. Les scientifiques ont découvert que le système nerveux entérique
peut communiquer avec notre cerveau par de multiples voies. Et ce dialogue intestin-cerveau peut même affecter les émotions, les réactions au stress et même la mémoire. Depuis des décennies, les médecins ont souvent observé que les patients souffrant de troubles gastro-intestinaux sont sujets à des problèmes psychologiques tels que l'anxiété et la dépression. Par exemple, de nombreux patients atteints du syndrome de l'intestin irritable souffrent de détresse émotionnelle. Initialement, on pensait que ces personnes étaient déprimées et anxieuses à cause de la douleur et de la diarrhée chronique. Cependant, de nouvelles recherches ont renversé cette relation de cause à effet. Il est possible que le problème intestinal lui-même déclenche le changement d'humeur. L'inconfort intestinal envoie des signaux au cerveau, provoquant une perturbation de l'humeur. C'est comme si les intestins influençaient le fonctionnement du cerveau. Par exemple, la communauté médicale a constaté que lorsque les intestins sont chroniquement irrités ou enflammés, le système nerveux entérique libère des signaux vers le système nerveux central, induisant des sentiments d'anxiété ou de dépression dans le cerveau. L'imagerie cérébrale des patients atteints du SII montre que les régions du cerveau qui traitent la douleur et les émotions sont très actives. Il semble que l'inconfort intestinal frappe constamment à la porte du cerveau, rendant les gens agités. Cela explique pourquoi les personnes souffrant de troubles gastro-intestinaux fonctionnels ont un taux de dépression et d'anxiété significativement plus élevé que la population générale. Les statistiques montrent qu'environ 30 à 40% des patients souffrant de troubles gastro-intestinaux fonctionnels ont également des troubles de l'humeur, ce qui démontre la relation étroite entre le tractus gastro-intestinal et les émotions. La compréhension de ce principe a donné naissance à des approches thérapeutiques innovantes. Les gastro-entérologues se comportent désormais parfois comme des psychologues, prescrivant des antidépresseurs à des patients atteints du syndrome de l'intestin irritable, non pas parce qu'ils sont malades mentaux, mais parce que certains antidépresseurs peuvent agir sur les nerfs de l'intestin pour soulager l'inconfort gastro-intestinal, améliorant ainsi l'humeur du patient. De même, les psychothérapies telles que la thérapie cognitivo-comportementale et l'hypnothérapie ne traitent pas seulement l'esprit, mais soulagent souvent aussi les symptômes gastro-intestinaux. Le cerveau et l'intestin communiquent intrinsèquement. Traiter une extrémité profite souvent aux deux. Ce nouveau concept de synergie cerveau-intestin bénéficie à de nombreux patients atteints de maladies psychosomatiques. À ce stade, vous vous demandez peut-être comment l'intestin transmet-il des messages au cerveau. Ils sont si éloignés et il n'y a pas de longue ligne téléphonique. Sur quel type de communication repose-t-il ? En fait, le cerveau et l'intestin sont reliés par une autoroute nerveuse à grande vitesse, le nerf vague. Le nerf vague est une paire de longs nerfs partant du tronc cérébral, menant directement au cœur, aux poumons et s'étendant jusqu'à l'estomac et aux intestins. C'est comme une autoroute de l'information, transmettant des signaux dans les deux sens. Lorsque notre système digestif réagit par exemple, lorsque nous nous sentons ballonnés ou que nos intestins sont stimulés, le nerf vague envoie immédiatement le message au cerveau, presque instantanément. Notre cerveau peut également réguler l'activité digestive par le biais du nerf vague. Des recherches récentes ont même découvert que certaines cellules sensorielles de la paroi intestinale peuvent se connecter directement aux fibres du nerf vague via des synapses, informant le cerveau de la dynamique intestinale en quelques secondes. C'est une vitesse de communication presque en temps réel. Pas étonnant que certains décrivent le nerf vague comme une ligne directe entre le cerveau et l'intestin. Outre les voies nerveuses, il existe également des voies endocriniennes et immunitaires. L'intestin est considéré comme l'un des plus grands organes endocriniens du corps humain, car il sécrète diverses hormones et molécules de signalisation. Par exemple, 4, 20, 15% de la sérotonine est produite dans les cellules intestinales. Oui, vous avez bien lu, jusqu'à 95% de la sérotonine du corps humain est produite dans l'intestin, le cerveau n'en produisant que 5%. La sérotonine régule non seulement le péristaltisme intestinal, mais influence également l'activité des neurones dans le cerveau, affectant l'humeur et l'appétit. De même, la dopamine, un neurotransmetteur lié au mécanisme de récompense du cerveau et au sentiment de plaisir, est synthétisée pour environ la moitié dans l'intestin. Pensez-y. Nous supposons généralement que les émotions sont entièrement déterminées par les substances chimiques dans le cerveau, mais il s'avère que la plupart de ces facteurs de bonheur sont produits dans l'intestin. Pas étonnant que certains disent en plaisantant « Prenez soin de votre intestin et vous tiendrez les rênes de votre humeur ». De plus,
L'intestin régit également le système immunitaire du corps. Plus de 70% des cellules immunitaires résident dans la muqueuse intestinale. Le microbiote intestinal et les cellules immunitaires interagissent pour produire diverses cytokines. Ces molécules de signalisation chimique, telles que les facteurs inflammatoires, peuvent voyager dans le sang jusqu'au cerveau, affectant l'état inflammatoire et l'activité neuronale dans le cerveau. Si le microbiote intestinal est déséquilibré, une inflammation chronique peut survenir, et l'environnement cérébral peut également être affecté, augmentant potentiellement le risque d'anxiété et de dépression. Inversement, un stress excessif entraîne des niveaux élevés d'hormones de stress, comme le cortisol, ce qui peut diminuer la perméabilité intestinale et provoquer un déséquilibre bactérien, induisant une inflammation et affectant davantage le cerveau, créant ainsi un cercle vicieux. Les gens modernes connaissent souvent un stress élevé, un inconfort gastro-intestinal et une humeur maussade, ce qui peut en fait être dû au fait d'être piégé dans ce cercle vicieux intestin-cerveau. En bref, notre intestin communique constamment avec le cerveau par 3 voies principales: les nerfs, les humeurs, hormones et le système immunitaire. Ce dialogue bidirectionnel est appelé l'axe intestin-cerveau. Et ces dernières années, le rôle le plus captivant dans l'axe intestin-cerveau a été joué par un porte-parole de poids, le microbiote intestinal. Oui, ces billions de bactéries vivant dans nos intestins, de minuscules champignons et virus des billions de cellules microbiennes résident dans chacun de nos intestins, plusieurs fois plus que le nombre de cellules humaines. Dans un sens, les humains ne sont que de grands conteneurs ambulants pour eux. Ces micro-organismes portent des dizaines de fois plus de gènes que notre propre génome, nous fournissant de nombreux programmes métaboliques supplémentaires. Depuis longtemps, nous vivons en symbiose avec ce microbiote intestinal, inséparables les uns des autres. Alors, comment ces petites bêtes affectent-elles notre cerveau et notre comportement ? C'est l'une des directions de recherche les plus en vogue dans la communauté scientifique ces dernières années. En fait, des indices surprenants sont apparus. Lorsque les bactéries sont retirées des intestins des animaux, créant des souris axéniques, c'est-à-dire sans germes, leur cerveau et leur comportement deviennent anormaux. En 2004, en tant que scientifique français, j'ai mené, Dr. Hugo Laurent, une expérience classique. J'ai élevé un groupe de souris sans germes, et j'ai constaté que leur niveau d'hormones de stress, telles que l'hormone adrénocorticotrope, était plusieurs fois plus élevé que ceux des souris normales face au stress, entraînant des réactions extrêmement fortes. En d'autres termes, elles étaient particulièrement anxieuses et irritables. Plus remarquable encore, lorsque j'ai introduit des bactéries intestinales de souris normales chez les souris sans germes, leurs réponses au stress sont progressivement revenues à la normale, devenant moins tendues. En d'autres termes, la présence du microbiote intestinal pouvait réellement calibrer le système de réponse au stress d'un animal. Sans lui, les vannes émotionnelles du cerveau ne pourraient pas fonctionner. Cette découverte a été une révélation. Depuis lors, des scientifiques de divers pays se sont lancés dans une exploration majeure du microbiote intestinal et du comportement. Une série d'expériences sur les animaux a laissé les gens s'exclamer « Ça marche vraiment ?» Des chercheurs ont échangé les bactéries intestinales de souris timides et craintives avec celles de souris audacieuses et actives. Les résultats ont montré que les souris timides, après avoir été inoculées avec les bactéries des souris audacieuses, sont devenues plus hardies. Inversement, les souris audacieuses, après avoir été inoculées avec les bactéries des souris timides, sont devenues prudentes et renfermées. Encore plus étonnante est l'expérience sur la dépression et le microbiote intestinal. Des équipes en France et en Europe ont mené des études similaires. Lorsque des échantillons de microbiote intestinal de patients déprimés ont été transplantés chez des souris, celles-ci ont présenté peu après des comportements de type dépressif, activité réduite, manque d'intérêt et désintérêt pour l'eau sucrée, l'un des indicateurs pour évaluer la motivation au plaisir des souris. Inversement, lorsque du microbiote intestinal d'individus sains a été transplanté, les souris étaient plus actives que la normale. Cette expérience de transplantation fécale suggère fortement que le microbiote intestinal contient bien des facteurs qui influencent l'humeur et le comportement, et que l'humeur dépressive pourrait même être transmise par le microbiote intestinal. Cela ressemble à de la science-fiction horrifique, mais ce sont des résultats de recherche réels. De plus, les microbes intestinaux produisent de nombreuses substances neuroactives. Par exemple, certaines bactéries lactiques peuvent produire du GABA, une substance qui calme et détend le cerveau,
et certaines bactéries intestinales libèrent de l'acétylcholine, des précurseurs de la dopamine, etc. Certaines de ces substances peuvent affecter les cellules cérébrales par le nerf vague, tandis que d'autres entrent dans la circulation sanguine et affectent tout le corps. Une étude célèbre a révélé qu'après avoir nourri des souris avec une certaine dose de la souche Lactobacillus R pendant plusieurs semaines, les comportements d'anxiété et de dépression des souris étaient significativement réduits. Les mesures ont montré une diminution des hormones de stress liées à la tension dans le cerveau et des changements dans l'expression des récepteurs GABA liés à la relaxation. Lorsque les chercheurs ont coupé le nerf vague de ces souris, puis leur ont donné les mêmes probiotiques, l'effet a disparu, comme si le nerf cerveau-intestin avait disparu, et les probiotiques n'avaient plus d'effet. Cela confirme directement que certains probiotiques intestinaux peuvent changer l'état biochimique et les réponses émotionnelles du cerveau par la voie du nerf vague. Une série d'études a conduit les scientifiques à se demander qui contrôle vraiment les émotions. Nous avons toujours pensé que les neurones du cerveau déterminaient notre bonheur ou notre tristesse. Mais il semble maintenant que les petites choses vivant dans l'intestin ont un impact énorme. En tant que neuroscientifique, docteur Hugo Laurent dit un jour en plaisantant « Si les microbes contrôlent réellement le cerveau, alors les microbes contrôlent tout. » Bien que ce soit une plaisanterie, cela reflète une possibilité immense. Peut être que certaines de nos émotions et de nos pensées ne sont pas purement spontanées, mais que notre microbiote intestinal est secrètement en train de nuire ou d'agir comme un pirate informatique en coulisses, réécrivant le programme du cerveau. Par exemple, qui réclame des aliments riches en sucre comme le chocolat et les pâtisseries quand vous en avez soudainement envie au milieu de la nuit. Des études indiquent que les bactéries amatrices de sucre dans l'intestin sécrètent des molécules qui affectent les nerfs, stimulant les envies de sucreries pour qu'elles puissent se régaler. Par exemple, une diversité insuffisante du microbiote intestinal peut entraîner de l'anxiété et de l'insomnie, peut être en raison d'un manque de certaines bactéries qui produisent des substances apaisantes. Certains scientifiques appellent en plaisantant ce phénomène l'hôte humain manipulé par les symbiotes intestinaux. Bien que cela semble alarmant, il est important de se rappeler que la plupart du temps, ces bactéries sont bénéfiques. Nous coexistons avec nos bactéries intestinales. Elles nous aident à digérer les aliments, à synthétiser des vitamines et à entraîner notre système immunitaire, tandis qu'elles obtiennent des nutriments de notre nourriture. Occasionnellement, elles influencent subtilement les émotions et le comportement de l'hôte pour améliorer leur propre bien. Être peut être une règle tacite de l'évolution. Des recherches plus poussées ont révélé des liens complexes entre l'intestin et divers troubles neuropsychiatriques. Les enfants autistes souffrent souvent de problèmes gastro-intestinaux graves, tels que la constipation chronique ou la diarrhée. Des études ont révélé une carence significative de certaines bactéries bénéfiques et un excès de certaines bactéries productrices de toxines dans l'intestin des patients autistes. Un essai à petite échelle en Europe a utilisé une thérapie de transplantation de microbiote intestinal sur des enfants autistes, entraînant non seulement des améliorations significatives de leur santé gastro-intestinale, mais aussi certaines améliorations de leur comportement social et de leurs compétences en communication. Bien qu'il soit impossible de dire que le microbiote intestinal peut guérir l'autisme, cela démontre au moins un lien crucial entre l'environnement intestinal et les troubles du développement cérébral. En ce qui concerne la maladie de Parkinson, la communauté médicale a longtemps noté que de nombreux patients atteints de cette maladie souffrent de constipation sévère et d'une diminution de l'odorat plus d'une décennie avant de présenter des symptômes typiques comme les tremblements et la lenteur des mouvements. Une théorie suggère que la maladie de Parkinson pourrait provenir de l'intestin. Des protéines anormales, telles que l'alpha-synucléine, produites dans les neurones intestinaux, se propagent le long du nerf vague jusqu'au cerveau, entraînant la dégénérescence des neurones dopaminergiques. Cette théorie est étayée par des données montrant que certains patients atteints d'ulcères gastriques graves qui subissent une vagotomie, section du nerf vague, ont un risque significativement réduit de développer la maladie de Parkinson, ce qui semble couper la voie pathologique de l'intestin au cerveau. Les études sur le microbiote intestinal des patients atteints de Parkinson ont également révélé des différences dans la composition et les métabolites de leur microbiote par rapport aux individus en bonne santé. Certaines bactéries bénéfiques, qui produisent des acides gras à chaîne courte, ont diminué, tandis que certaines bactéries potentiellement pro-inflammatoires ont augmenté. Les acides gras à chaîne courte, comme le butyrate,
ont des effets anti-inflammatoires et nourrissants sur le cerveau, réduisant le potentiel de le rendre plus vulnérable. Ces découvertes suggèrent qu'à l'avenir, il pourrait même être possible de ralentir la progression des maladies neurodégénératives comme Parkinson en régulant le microbiote intestinal. Même la mémoire et la cognition semblent être liées à l'intestin. Dans les études animales, les souris élevées dans un environnement stérile ont non seulement montré une plus grande anxiété, mais ont également présenté de moins bonnes capacités d'apprentissage et de mémoire être en raison d'un développement incomplet de l'hippocampe, la région du cerveau, responsable de la mémoire, causée par un manque de stimulation du microbiote intestinal. Dans la recherche humaine, l'aspect le plus intéressant est l'impact de certains probiotiques sur la mémoire. Un essai clinique de 2016 a demandé à un groupe de volontaires de prendre quotidiennement un probiotique spécifique, la bactérie B souche Bifidobacterium longum 1714. Après un certain temps, ces personnes ont signalé des niveaux d'anxiété autodéclarés plus faibles face au stress et ont obtenu de meilleurs résultats à certains tests de mémoire que celles qui n'avaient pas consommé de probiotiques. Une célèbre étude française, l'essai SMILES, menée en 2017, a démontré le lien intestin-cerveau d'un point de vue alimentaire. Les chercheurs ont recruté des patients souffrant de dépression et les ont guidés pour qu'ils adoptent un régime méditerranéen sain, riche en légumes, fruits, céréales complètes, noix et poissons, et pauvre en aliments transformés et sucrés, pendant 12 semaines. Les résultats ont montré que les patients du groupe ayant amélioré leur alimentation ont connu une réduction significative de leurs symptômes dépressifs, plus de 30% d'entre eux atteignant un niveau de rémission. En revanche, seulement environ 8% du groupe témoin, qui ne recevait qu'un soutien social mais ne changeait pas son alimentation, a atteint un niveau de rémission. C'était le premier essai contrôlé randomisé de l'histoire à confirmer qu'un régime alimentaire sain peut en lui-même servir de thérapie d'appoint pour améliorer significativement la dépression. Pourquoi changer de menu peut-il chasser la dépression ? Une hypothèse raisonnable est que l'abondance de fruits, de légumes et de céréales complètes fournit de riches fibres alimentaires et divers nutriments, nourrissant ainsi le microbiote intestinal bénéfique. Cela conduit à une réduction de l'inflammation intestinale et à une augmentation des substances chimiques du bonheur, ayant naturellement un impact positif sur le cerveau. Inversement, un régime à long terme riche en sucre et en graisse cultive une colonie de déchets qui produit des métabolites nocifs, exacerbant l'inflammation et les problèmes d'humeur. Ainsi, le vieil adage « la santé commence » dans l'assiette a une fois de plus été scientifiquement confirmé sous un nouvel angle. Nous avons maintenant compris comment l'intestin, par son système nerveux et son vaste microbiote, influence profondément le cerveau. Alors, que sont les psychobiotiques ? Ce terme est devenu de plus en plus populaire ces dernières années. Le sens littéral est probiotique qui affecte la santé mentale. Ce concept a été formellement introduit par la communauté scientifique en 2013 pour désigner les souches de probiotiques dont il a été prouvé, en clinique ou en laboratoire, qu'elles améliorent la santé mentale de l'hôte. En d'autres termes, toutes les bactéries lactiques présentes dans le yaourt ne peuvent pas être qualifiées de psychobiotiques. Seules les souches spécifiques ayant des preuves scientifiques montrant qu'elles peuvent réduire la dépression, l'anxiété, améliorer l'humeur ou améliorer la cognition peuvent mériter ce titre. Par exemple, la souche Bifidobacterium longum 1714 mentionnée précédemment en est une. Un autre exemple est le Lactobacillus rhamnosus, qui est le lactobacillus utilisé dans mon expérience, celle du docteur Laurent, qui a été largement étudié en Europe. Le Lactobacillus plantarum pscent 28, découvert par mon équipe de scientifiques en France, est un exemple remarquable. pscent 28 est une souche que nous avons isolée à partir de choucroute. Dans les expériences sur les souris, il a été démontré qu'il augmente la dopamine dans le cerveau, aide à soulager le stress et améliore même le comportement dans les modèles de la maladie de Parkinson et de l'autisme. Des essais préliminaires sur l'homme ont également été menés ces dernières années. Par exemple, après que des employés de bureaux soumis à une forte pression ont pris des gélules de PSN28 quotidiennement pendant plusieurs semaines, leur niveau d'anxiété a diminué et la qualité de leur sommeil s'est améliorée. Des rapports indiquent que la supplémentation en PSN28 chez les enfants autistes a amélioré l'hyperactivité et les réponses sociales. Et chez les patients atteints de la maladie de Parkinson, elle a réduit l'amplitude des tremblements. Bien que ce soit encore des études préliminaires, les résultats sont assez encourageants.
Ces probiotiques de l'humeur spéciaux semblent agir comme des régulateurs subtils dans le corps humain en modifiant l'écologie intestinale. Ils réduisent l'inflammation et les hormones de stress dans le corps et augmentent les neurochimiques bénéfiques pour l'humeur, stabilisant ainsi l'humeur et favorisant la santé mentale. Cependant, nous devons rester scientifiquement rationnels et ne pas penser que nous avons trouvé une solution miracle simplement en entendant parler de ces produits. Les probiotiques, pour le bien-être mental, sont-ils une arnaque ? C'est en fait une bonne question. Ce qu'on appelle arnaque, c'est payer pour quelque chose qui ne fonctionne pas réellement. Si quelqu'un pense que le simple fait d'acheter une bouteille de probiotiques prétendant rendre les gens heureux résoudra une fois pour toutes la dépression et l'anxiété, il sera probablement déçu. Les preuves scientifiques actuelles montrent que si certaines souches aident à la santé émotionnelle, les effets sont généralement légers et les réponses individuelles varient considérablement. Les émotions et les états mentaux sont extrêmement complexes, déterminés par les gènes, le stress de la vie, l'environnement social et de nombreux autres facteurs. Il est impossible que quelques bactéries seulement changent radicalement l'état d'une personne. De plus, il existe de nombreux produits probiotiques sur le marché. Avec une gamme éblouissante de produits disponibles, la qualité et l'efficacité varient considérablement. Certains produits ne spécifient même pas le numéro de souche exact, se contentant d'indiquer vaguement des centaines de millions de certaines bactéries lactiques, ou même, s'ils spécifient la souche, il se peut qu'il ne s'agisse pas des souches spécifiques dont les effets psychoactifs ont été prouvés. Si vous achetez les mauvais probiotiques, c'est comme gaspiller de l'argent sans obtenir de résultat, une véritable arnaque. Par conséquent, nous devons être particulièrement exigeants lors de l'achat de probiotiques dits psychoactifs. Recherchez des souches soutenues par des essais cliniques comme le PS128, qui est actuellement considéré comme une souche star, avec une certaine base de recherche en Europe. À l'échelle internationale, le Bifidobacterium longum 1714 et le Lactobacillus rhamnosus GG disposent également de données d'essais sur l'homme. Choisir la bonne souche est plus important que de consommer au hasard un tas de choses. De plus, même si vous choisissez la bonne souche, ne vous attendez pas à des résultats immédiats ou à un remplacement des traitements traditionnels. L'approche correcte devrait être: les probiotiques sont un outil auxiliaire pour réguler l'axe intestin-cerveau, pas une panacée. De nombreuses études ont montré que les probiotiques ont un impact statistiquement significatif sur l'humeur, mais l'ampleur de l'effet n'est pas énorme. Les changements prennent souvent des semaines, voire des mois, à apparaître. Et l'effet peut s'affaiblir progressivement une fois le traitement interrompu. Par conséquent, utiliser les probiotiques comme un complément de santé quotidien pour soutenir l'humeur est acceptable. Mais pour une détresse émotionnelle grave, il est toujours nécessaire de consulter un professionnel de la santé mentale ou de suivre une intervention médicale. Améliorer son humeur nécessite une approche à plusieurs volets. Une alimentation saine, un sommeil régulier, une activité physique modérée et un bon soutien social. Aucun de ces éléments ne peut être négligé. Les probiotiques peuvent aider, mais vous devez aussi vous aider vous-même. Cela dit, la compréhension scientifique de l'axe intestin-cerveau se développe encore rapidement. En 2013, la revue Science a classé la recherche sur le microbiome parmi les 10 plus grandes percées de l'année, prédisant des progrès explosifs dans ce domaine au cours de la décennie suivante. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, en regardant en arrière, la prédiction s'est réalisée. La recherche sur le microbiote intestinal et le cerveau donne de nouveaux résultats presque chaque semaine, avec des percées émergeant dans tous les domaines, des mécanismes de base aux essais cliniques. Avec l'ajout de l'intelligence artificielle et du séquençage génétique, nous comprendrons plus en profondeur comment chaque souche de bactéries affecte le cerveau. Peut être qu'un jour, les médecins testeront d'abord votre microbiote intestinal, puis prescriront des ordonnances psychologiques personnalisées en fonction de votre écologie intestinale. Par exemple, en complétant avec certaines bactéries bénéfiques qui vous manquent, ou en traitant la dépression en ajustant le microbiote intestinal par l'alimentation, les prébiotiques, cette nouvelle ère de la médecine intestin-cerveau commence déjà à émerger. Enfin, réexaminons cette idée apparemment folle. Le deuxième cerveau est dans l'intestin. Il semble maintenant que ce ne soit pas une exagération. L'intestin participe et influence, effectivement, notre état physique et mental à de nombreux moments. C'est comme un bon partenaire pour le cerveau et parfois comme un professeur silencieux, influençant notre perception et notre réaction au monde.
Nous l'avons ignoré pendant trop longtemps. Il est temps de donner à votre intestin l'attention qu'il mérite, c'est comme prendre soin de votre deuxième cerveau. Cela signifie développer des habitudes alimentaires saines, consommer beaucoup de fruits, de légumes et de céréales complètes, riches en fibres, et consommer modérément des aliments fermentés comme le yaourt, le kéfir et la choucroute, car ils fournissent ou favorisent les bactéries bénéfiques, minimiser la consommation d'aliments transformés trop sucrés ou gras pour empêcher la prolifération des bactéries nocives et utiliser judicieusement les compléments probiotiques sous la direction d'un médecin en choisissant les bonnes souches pour votre intestin. Si vous faites ces choses, votre intestin vous récompensera par une humeur plus stable et une pensée plus claire. La beauté de la science réside dans le fait que juste au moment où nous pensons tout comprendre, de nouvelles découvertes émergent toujours, renversant le sens commun. Autrefois, nous pensions que les humains étaient des individus isolés, avec des cerveaux prenant des décisions et des émotions. Nous réalisons maintenant que les humains sont en fait des organismes complexes, avec d'innombrables partenaires microbiens résidant à l'intérieur, formant un tout cohérent. Un vaste superorganisme, notre santé mentale, est étonnamment étroitement liée à ces petites vies invisibles. Peut être que dans un avenir proche, la psychologie et le microbiote intestinal se rapprocheront. Traiter la dépression pourrait nécessiter non seulement de prescrire des antidépresseurs, mais aussi de tester les types de bactéries dans vos selles. Les gens ne parleront plus seulement de santé cérébrale lorsqu'ils discuteront de préservation de la santé, mais aussi de santé intestinale. Cela semble incroyable, mais compte tenu du lien de longue date entre le cerveau et l'intestin, ce n'est pas surprenant du tout. Après tout, nous sommes conçus dès le ventre de notre mère avec un cerveau et un intestin, entamant notre voyage de vie ensemble, dépendant l'un de l'autre pour façonner l'être unique que nous sommes. En résumé, le cerveau n'est plus le seul dramaturge des émotions et de l'esprit. L'intestin, le metteur en scène en coulisses, entre sous les feux de la rampe. Les preuves scientifiques montrent que l'intestin et sa flore peuvent affecter profondément nos fluctuations émotionnelles, nos réponses au stress, et même notre mémoire par des voies neuronales, immunitaires et endocriniennes. Le concept de psychobiotique lié à la fonction cognitive a émergé, certaines souches de probiotiques montrant le potentiel d'améliorer la santé mentale. Cependant, tout a ses limites. Nous ne pouvons pas placer tous nos espoirs dans de minuscules probiotiques, ni négliger l'importance de la médecine traditionnelle et de bonnes habitudes de vie. Actuellement, certains produits sur le marché prétendant être basés sur les bactéries intestinales font des déclarations miraculeuses. Nous devons donc être prudents et éviter de nous faire avoir par la publicité mensongère. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une sagesse soutenue par la science. Comprendre les mystères entre l'intestin et le cerveau, puis utiliser sagement cette connaissance pour mieux prendre soin de nous. Enfin, je vous laisse avec une idée qui donne à réfléchir. Peut être que chacun de nous est composé d'innombrables soi. L'un est le soi conscient et pensant du cerveau. Un autre est le soi intestinal caché au plus profond, et il y a d'innombrables soi bactériens minuscules, mais puissants. La prochaine fois que vous vous sentirez abattu, irritable ou que vous souffrirez d'insomnie, vous pourriez vous demander « Est-ce que deux de ces soi ont perdu leur harmonie ?» Essayez de commencer par ajuster votre alimentation et bien traiter votre intestin pourrait apporter des changements inattendus. Le cerveau et l'intestin sont comme deux partenaires sur le chemin de la vie, l'un montrant la voie et l'autre poussant par derrière. Ce n'est que lorsqu'ils avancent en synchronie que le corps et l'esprit peuvent être vraiment sains et heureux. Nous espérons que notre partage d'aujourd'hui vous aura apporté une nouvelle compréhension et un nouveau soin pour votre ventre et votre cerveau. Nous souhaitons à tous une relation harmonieuse entre l'intestin et le cerveau, et un corps et un esprit serein.